Alors, il est temps de conclure cette activité. Vous avez eu de très nombreuses informations sous la forme de photos, de vidéos, de schémas, tableaux, équations, cartes graphiques. C'est vraiment le moment de mettre un peu d'ordre dans tout ça maintenant avec ce fameux schéma bilan que je vous propose de réaliser avec la consigne 3. Alors, il y a une infinité de façons de faire ça, et en aucun cas, il n'y aurait qu'une seule et unique présentation qui serait idéale. Pas du tout. Alors, quand même, il y a des exigences de clarté, de lisibilité qui restent toujours valables, des symboles usuels, comme des flèches notamment, ça c'est à peu près obligatoire pour montrer les relations entre plusieurs éléments. On ne vous demande pas de faire un tableau ou une liste ici, mais bien un schéma. Alors une flèche, ça peut être un lien de cause à effet, ça peut être un déroulement chronologique, ça peut être un déplacement aussi. Donc tout est question de contexte, et il faut bien faire attention à comment va être perçu, va être interprété le schéma qu'on est en train de construire. Il faut éviter absolument toute ambiguïté et toute imprécision. Il s'agit aussi de trier les informations importantes de celles qui sont secondaires. Le but, c'est pas de tout mettre le contenu qu'on a vu précédemment, mais c'est de faire figurer l'essentiel et d'en faciliter la compréhension par les personnes qui vont regarder le schéma, évidemment, mais aussi compréhension par soi-même et pour soi-même. Donc comprenez bien que c'est un exercice très important qui a des implications qui dépassent largement le cadre des SVT, mais ça normalement vous le savez déjà, parce que vous n'en êtes pas à votre premier schéma. Alors je relis la consigne. À l'aide des documents 3 à 10 et des informations données en classe, construire un schéma bilan décrivant les transformations que subit une roche lors de son altération et de son érosion. Le schéma montrera que l'altération peut être causée par différents mécanismes. Donc là, il y a quand même un cadre assez précis qui est posé. Et alors, comme je suis quelqu'un de sérieux, j'ai bien sûr revu ce qu'on avait fait précédemment, et je me souviens parfaitement de ce schéma. Alors bien sûr, si ma mémoire n'est pas tout à fait au top, eh bien j'ai au moins mon cahier ouvert à cette page et je peux m'en servir comme d'une source d'inspiration. Alors attention, parce qu'ici, on va s'intéresser uniquement aux étapes 1 et 2 de ce schéma. Le reste, on ne l'a pas encore vu, et pour tout vous dire, l'étape 6, on ne la verra même pas en seconde, puisque c'est carrément hors programme. Bon, tout part quand même d'une roche-mère. J'utilise ce terme général plutôt que granit, calcaire ou autre, qui ne sont que des exemples. Et cette roche, il va lui arriver plusieurs choses. La première, c'est l'altération, premier processus important, qui va transformer la roche-mère en roche altérée, que je représente ici un peu plus arrondie, éventuellement avec des fissures. Les autres produits de l'altération, ce sont des particules, plus ou moins grosses, mais que l'on peut voir le plus souvent à l'œil nu, beaucoup plus petits. On a aussi des espèces chimiques chargées électriquement, c'est ce qu'on appelle des ions, et ils se retrouvent en solution dans l'eau bien sûr. Deux grands modes d'action pour l'altération. Le premier, c'est la fragmentation mécanique de la roche. Alors ça peut se faire par cryofracturation, lorsqu'il y a des cycles de gel et de dégel, et ou simplement par abrasion, par frottement de l'eau, ou bien par projection de particules sur la roche. Pensez par exemple aux tempêtes de sable. Le deuxième mécanisme, c'est la transformation chimique. Et on en a vu deux exemples, l'hydrolyse et la dissolution. Une fois altérée, la roche peut subir un deuxième processus, c'est l'érosion. Alors parfois, l'altération et l'érosion se produisent simultanément, mais dans tous les cas, l'une est nécessaire à l'autre, forcément. L'érosion, c'est la mobilisation des produits d'altération, ions et particules, qui sont donc déplacés plus ou moins loin de leur lieu de production. Alors, on l'a répété à de très nombreuses reprises, c'est l'eau qui est responsable principalement de l'altération et de l'érosion, mais ce n'est pas le seul facteur. On a parlé aussi des activités humaines qui peuvent influencer positivement ou négativement l'érosion des paysages. On a évoqué la végétation, qui là aussi, selon les circonstances, pouvait limiter ou au contraire aggraver l'érosion. Alors à ce stade du schéma, j'ai déjà pas mal de choses en place, et je remarque aussi qu'il existe des liens entre plusieurs de ces facteurs. Vous admettrez notamment que la quantité d'eau, qui est soulignée ici, l'eau, conditionne la végétation, aussi bien son abondance que sa nature, et c'est aussi le cas des activités humaines, qui peuvent être aussi bien de la déforestation, que du reboisement, que de l'agriculture, etc.
La quantité d'eau disponible et la végétation associée dépendent également du climat, qui peut être tempéré, tropical ou désertique par exemple. Et le climat, c'est aussi la température, qui peut varier plus ou moins et agir ainsi sur l'état de l'eau, et notamment la transition liquide-solide, donc le gel et le dégel, ce qui est important pour la cryofracturation. Voilà, là ça commence vraiment à être sacrément encombré, et il me paraît assez difficile de rajouter des flèches sans surcharger trop le schéma. Pourtant, on aurait pu faire apparaître le vent, qui est un agent d'érosion, qui dépend des températures et des pressions atmosphériques, donc qui est relié au climat et à la météo. Une autre flèche qu'on aurait pu mettre, c'est une qui relie les activités humaines au climat, pour tenir compte du réchauffement climatique, ça c'est important. Donc finalement, on constate que tout ça est lié, tout ça forme un réseau complexe et dynamique. Le message à retenir aussi, c'est que, bon, ce schéma est correct, ok, mais il est très certainement perfectible. Et l'important, c'est que vous fassiez le vôtre qui vous parle et qui vous soit utile. Maintenant, c'est mon choix de le présenter ainsi et de le simplifier de cette façon. Les schémas, c'est bien, mais les résumer sous forme de texte, c'est pas mal non plus. Et donc, c'est le moment d'appuyer sur le bouton pause pour recopier cette notion sur votre cahier, pour l'apprendre, vous familiariser avec le vocabulaire et posséder les bases qui vous aideront à réaliser la prochaine activité qui arrive dès que possible. D'ici là, bon travail!